ça va nous préserver de toutes les maladies chroniques. C'est juste un mensonge à 200%. Bien manger nous rend plus intelligents, plus perspicaces, plus réfléchis, plus alertes. La chaleur nous aide à être en meilleure énergie. Aujourd'hui, on a fait quand même, par rapport au siècle dernier, x10 notre consommation de sucre. Donc, de toute façon, on en consomme trop tout le temps. Le gluten moderne d'aujourd'hui est néfaste pour la santé et peut être à la base des maladies auto-immunes. Le but, c'est pas de ne pas manger de glucides, c'est de les manger au bon moment. Et le bon moment, c'est... Bonjour, je suis Nina et aujourd'hui on va parler alimentation et médecine chinoise et on va level up. Merci d'être venue, Nina. Merci Baptiste de Super. m'avoir invité. Trop content de te recevoir pour parler d'alimentation parce que je pense que ça concerne tout le monde pour le coup. À peu près, oui. A priori, si tu as prévu de vivre, c'est pas mal de s'alimenter. De manger quand même, oui. Et pour autant, on n'a jamais appris à s'alimenter. Non. À part dans des pubs. Oui. Qui nous vendent des trucs. Oui, ou dans des enseignements un peu erronés et poussés par des lobbies à l'école. Mais oui, il n'y a personne qui nous l'explique. On vient sans manuel d'utilisation sur cette terre. Et puis après, on peut être plus ou moins chanceuse à avoir eu des parents qui sont plus ou moins calés sur le sujet, et qui nous enseignent, qui nous transmettent, qui ont des bonnes règles. Et puis après, il y a les bonnes règles. Tiens-toi droit, finis ton assiette, ne parle pas à table. Et puis après, il y a des bonnes règles qui sont ton corps, il a besoin de ça. Tu devrais manger de ça parce que pour croître, tu as besoin de ça. Pour bien digérer, tu as besoin de ça. Pour être en bonne forme, pour être intelligent, tu as besoin de ça. Il y a des trucs quand même qui sont vachement utiles dans notre alimentation. Et le but, c'est pas de se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas, mais de trouver dans les nutriments à disposition ce dont on a besoin. Et ça, il n'y a personne qui nous l'apprend. Et la plupart du temps, on se met dans le rouge ou dans des états de santé dégradés, malgré nous et avec les meilleures intentions du monde. C'est-à-dire, en suivant par exemple des régimes, mais on ne comprend pas pourquoi, comment ça se passe? Il y a plusieurs. Alors, il y a d'un côté, vraiment le côté des régimes, où aujourd'hui, oui, on sait que la réduction calorique, ça va faire perdre du poids, mais la plupart du temps, ça met aussi le corps dans une sensation de carence, et en fait, du coup, on a l'effet yo-yo qui s'en découle. C'est-à-dire qu'on reprend du poids après? Ouais, c'est exactement ça. Et puis après, ça va vraiment... être que crescendo à chaque régime. Il y a des régimes qui sont tout simplement pas bons pour le corps, malgré le fait qu'ils fonctionnent. Quand on fait sa cure de raisin ou sa cure de pommes, oui, ce sont des fibres, oui, ce sont des fruits, oui, ce sont des aliments qui sont naturels, mais en fait, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de graisse, il n'y a que des fibres, du sucre et de la flotte. Donc, en fait, c'est quand même manger du sucre pendant plusieurs jours. Et on le fait avec la meilleure intention de détoxifier notre corps, d'alléger la digestion, mais ça fonctionnerait aussi bien avec des carottes, et ça aurait un impact moins grave sur le corps, ou avec des concombres, ou les courgettes, ou ce que vous voulez, quoi. Prendre des légumes au lieu des fruits. Et puis après, il y a les régimes qui sont aujourd'hui très à la mode, entre le keto, le crudivorisme, juste manger végétarien ou vegan. Tout ça sont des régimes qui sont bien quand ils sont bien conduits et avec du bon sens. Et la plupart du temps, ils ne le sont pas. Ils sont privatifs, on supprime des choses qu'on ne remplace pas par autre chose. Notamment dans le régime végétarien, il est aujourd'hui très souvent mal conduit parce qu'on supprime les protéines animales. C'est ça, en fait, le propre du régime végétarien. Qu'on se dit, tout ce qui implique de tuer un animal, je n'en mange plus. Donc, en fait, c'est quand même une bonne intention parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de ressources de notre planète qui sont imputées à ça. Il y a beaucoup de ressources qui sont dédiées à l'élevage des animaux pour les manger après, alors qu'on pourrait nourrir beaucoup plus de personnes avec les mêmes ressources. Mais en fait, donc on supprime les protéines animales et on devrait les remplacer à la même hauteur par des protéines végétales. Et comme notamment dans la culture occidentale, on n'a pas vraiment l'habitude de manger les protéines végétales, contrairement à l'Asie, alors juste 50% de la population mondiale, et aussi africaine, qui ont d'autres sources de protéines, comme par exemple le jackfruit, en fait, que nous, on n'a pas du tout chez nous. Nous aussi, on a des trucs qui sont végétales et riches en protéines. Et en fait, souvent, on pense végétarien, c'est manger des légumes tout le temps. Mais non, pas du tout. Oui, ça en fait partie, mais n'importe qui devrait manger des légumes.
tout simplement parce qu'on en a besoin pour survivre, notamment au niveau de notre flore intestinale. Et ainsi, on crée des déséquilibres avec les meilleures intentions du monde, écologiques, de santé, de mieux manger. Et on peut même très mal manger en mangeant bio. Ah oui. Oui, oui. Je veux dire, le magasin bio, la provenance est bio. Et ça nous garantit quand même d'avoir moins de merde dedans que dans l'alimentation conventionnelle. Ok. Voilà. Je pense qu'on pourrait surtout dire ça. D'accord. Mais si on prend n'importe quoi, entre guillemets, dans le magasin bio... on trouve les mêmes choses. Il y a peut-être un peu moins et mieux fait, mais il y en a autant de produits transformés que dans un magasin normal, quoi. Tout simplement parce que notre alimentation est aujourd'hui transformée et c'est OK de manger des produits transformés. Le but, c'est de choisir des produits qui sont moins transformés et mieux transformés que ce qu'on trouve communément dans les supermarchés d'aujourd'hui à travers l'industrie agroalimentaire, qui est une industrie qui cherche à gagner de l'argent et pas vous rendre la santé ni bien vous nourrir, quoi. Ouais. L'intention, elle est pas du tout pareille. L'intention de bien vous nourrir, elle est normalement auprès des producteurs. C'est juste qu'aujourd'hui, les producteurs, notamment les agriculteurs, les éleveurs, sont vraiment maltraités, on les sous-paye. Je ne sais même pas comment ils tiennent avec la charge de travail qu'ils ont. Alors qu'en fait, eux, les responsables de notre... du bon corps, en fait, et de notre bonne santé et de notre bon fonctionnement, parce qu'on a tous les nutriments. Ils sont responsables des nutriments, en fait, qu'ils produisent. Et en fait, dans le magasin bio, on peut autant trouver... alors, prenons l'extrême de l'extrême, on trouve un cordon bleu végétal. Alors qu'un cordon bleu, c'est juste, voilà, quoi, une escalope avec du jambon et du fromage dedans, dans lequel il n'y a rien de végétal. Donc, en fait, on reproduit une matière animal avec du végétal en ayant créé un aliment ultra transformé avec les mêmes mauvaises huiles, parce que si en plus il est pané, on a utilisé des huiles qui sont stabilisées à la friture et tout ça. Donc ça n'a aucun sens. Donc le but, c'est pas de suivre un régime extrémiste, mais d'apprendre de quoi a besoin mon corps et de se retrouver dans ce qui nous plaît et de ce qu'on a envie, tout en nourrissant pour le maintenir en bonne santé. Ça, on pourrait y revenir, je pense, sur tous les mythes, sur tous les produits à bannir potentiellement, sur toutes les erreurs qu'on peut faire et on s'en rend même pas compte. Avant ça, Nina, toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as décidé de dédier une partie de ta vie à l'alimentation, à étudier ces sujets-là? Alors, il n'y avait rien dans ma vie qui était dédié à l'alimentation. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans des circonstances de bon sens de mes parents, mais très allemands. C'est-à-dire, ma mère est cuisinée un peu à midi. Le matin, je ne mangeais pas parce que je n'avais pas le temps. Et le soir, c'était pain, charcuterie, fromage, lait. Voilà. Et j'ai tenu avec ça jusqu'à mes études et tout ça. Et j'ai travaillé dans la mode, qui était un travail extrêmement prenant. Et j'ai dédié ma vie à ça. J'ai fait que travailler. Et du coup, l'alimentation est passée complètement au deuxième plan. J'avais en plus de ça une très grosse addiction au sucre depuis mes 15 ans. Mais quand j'ai dit très grosse, en fait, j'ai rarement vu des gens qui étaient aussi impliqués dans cette addiction que moi. Donc, en fait, ça pouvait être un paquet de Haribo par jour. Ah ouais? Oui. Et mon repas du soir, ça pouvait être une tablette de Milka, un paquet de chips et un Coca. Et qu'est-ce qui se passe quand tu manges comme ça? En fait, on a quand même une bonne énergie jusqu'à 3h du mat, parce que qu'est-ce qu'on a emmagasiné des calories et ça fait carburer le cerveau quand même. Si tu manges comme ça pendant plusieurs semaines... En fait, alors ça fait prendre du poids, mais comme j'étais tellement hyperactif, moi, ça n'a pas forcément créé ça, mais ça crée des diabètes, la résistance à l'insuline, qui... C'est ça, en fait, le diabète, prédiabète, ce sont après la première marche vers les maladies cardiovasculaires, vers l'état inflammatoire de bas grade, et qui après crée toutes les grosses inflammations, toutes les maladies dégénératives, et ça peut aller jusqu'à la maladie auto-immune, et voilà. Et jamais oublié, en fait, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais dans le monde médical, le Alzheimer s'appelle diabète de type 3. Ah oui? Ah oui, c'est ça, et on le sait, et on le nomme, et on ne fait rien. Et non, on fait rien. Alors qu'en fait, voilà. Donc, si on mange trop de sucre, on peut prendre une forme de diabète qui peut mener jusqu'à Alzheimer, en gros. Oui, mais on va peut-être poser juste les mots là-dessus tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est un peu plus complexe que ça. D'accord. Et en fait, j'ai donc négligé tous les besoins de mon corps. J'ai dépassé toutes les ressources de mon corps en travaillant comme une dingue. Et en fait, ça a fini à déclencher un burn-out et une sclérose en plaques. Et en fait, ils ont mis 2 ans à le diagnostiquer, parce qu'en fait, j'avais déjà fait 2 poussées.
Et un jour, je suis devenue aveugle sur un œil. Et Wow. là, pour le coup, ouais, ils ont quand même investigué parce que j'ai perdu la vue tellement rapidement que ça a alerté tout le monde, quoi, sauf moi. Et Moi, toi, en fait, non, pas du tout. En fait, j'avais des lunettes, j'ai des lunettes pour travailler de près, et ça m'a tellement énervée. Il fallait que je finisse une collection. J'ai juste collé un truc en fait sur l'œil qui merdait. Et tu as continué. Ouais, j'ai continué à bosser jusqu'à vraiment, je me trouvais trop dangereux pour le trafic en mon vélo, et je suis allée consulter, quoi. Et parce que j'étais juste fatiguée. Pour moi, j'étais juste fatiguée. Et de là, le neurologue, il m'a dit, ah ben vous savez, des gens avec une maladie comme la vôtre, à 50 ans, vous êtes en fauteuil roulant. Alors, voilà, aujourd'hui, j'en ai 47. Donc, ça va plutôt. Encore 3 ans. Et voilà, quoi. C'est plus que j'ai lu, je me suis dit, mais en fait, c'est une épée de Damoclès autour de ma tête. Je n'en veux pas, quoi. Et comme j'étais en phase de vouloir des enfants à ce moment-là, bah, j'ai jamais entamé un protocole avec des médicaments, et surtout que je trouvais ça vraiment pas convaincant de me dire, alors on estime qu'on peut réduire les poussées, leur intensité d'à peu près 30%, mais on prévient quelque chose dont on ne sait même pas si ça serait arrivé. Ouais, je trouvais ça un peu flou comme approche. Et voilà, donc en fait, je me suis mis sur d'autres voies. Et ben, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Et en fait, la vie a vu sur mon chemin des personnes absolument incroyables. Et le premier, c'était un traitement homéopathique et un changement alimentaire. Et je suis même allée en Allemagne et me faire confirmer, parce que je suis allemande, donc en fait, j'avais vraiment besoin de parler de ce diagnostic dans ma propre langue. Et le neurologue que j'avais vu chez moi, en fait, il m'a dit... Ben, moi, je vous confirme le diagnostic. Et maintenant, vous allez apprendre à gérer votre stress, vous allez faire une psychothérapie, vous allez changer votre alimentation et vous allez faire un truc genre type yoga, qigong, vous choisissez. Au revoir. Et j'ai mis tout en place. Ça, je m'en pète. J'ai juste fait ce qu'il a dit et j'ai changé mon alimentation. Et je pense que ça a vraiment... Jusqu'à aujourd'hui, je suis convaincue que c'est ça qui a vraiment stabilisé mon terrain, parce qu'en fait, enfin, mon corps, il avait ce dont j'avais besoin, et j'avais des compléments alimentaires qui étaient hyper ciblés pour ce que j'avais besoin à l'époque. Donc... Et de là est devenu le parcours de alimentation, formation, médecine chinoise. Après, il y avait une première cure régénérative des intestins, où j'ai travaillé sur la flore, sur le biote et tout. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, j'enseigne ça au plus grand nombre. C'est fou, parce qu'on pourrait se dire... L'alimentation, c'est important, on le sait, pour être en bonne santé, mais voilà. Mais là, ton histoire, elle montre que ça, pour toi, en l'occurrence, ça a tout changé, quoi. Bah, j'ai quand même traité des cas de sclérose en plaques après en tant que thérapeute. Ouais. Et à chaque fois, et plein d'autres symptômes, maladies et dérèglements, voilà. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui avait accompagné sa voie de guérison ou d'amélioration avec son assiette, avec la conscience là-dedans, parce qu'on mange quand même 3 fois par jour. Donc, en tant que thérapeute ou médecin, peu importe en fait l'approche qu'on prend, si on donne des médicaments, des traitements, des plantes, et le patient, il fait 3 fois par jour ou plus l'exact contraire de ce qu'il faut pour son corps, ben on a beau donner des traitements, ça ne va pas marcher. Et on sait très bien que quand l'alimentation est bien instaurée, quand le corps fonctionne bien, les traitements médicamenteux fonctionnent mieux, les traitements à base de plantes fonctionnent mieux, tout simplement parce que le métabolisme est capable de recevoir ce qu'on lui donne. D'accord. Et quand il ne fonctionne pas, ben en fait, ça ne fonctionne pas à tous les étages. Ouais, médicaments inclus. Tu travailles à contre-courant si tu mets du médicament, mais que derrière, l'alimentation ne suit pas, quoi. Alors que parfois, juste l'alimentation, c'est largement suffisant. Et parfois, c'est juste la méthode de cuisson même. Ah oui. C'est aussi con que ça, ouais. Alors, on va y revenir à ça, du coup, parce que là, tu m'intrigues. Mais en fait, l'enjeu de cette conversation, ça va être un peu de prendre quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi avec son alimentation, mais juste qui n'a pas forcément de conscience dessus, et de voir, on va dire, du matin au coucher, qu'est-ce qui peut changer, je pense, dans la journée, pour, du coup, être plus conscient, avoir peut-être une meilleure santé, peut-être plus d'énergie. C'est un peu ça l'objectif de la vidéo, de l'interview. Souvent, le matin, ça commence. On arrive au bureau et il y a ça. Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ce genre, une des pires choses qu'on peut faire à son corps, notamment si, en plus de ça, à la maison, avant de manger ça au bureau... Ce sont des croissants, pour ceux qui nous écoutent en audio. On a pris un café sur estomac vide. C'est genre les pires trucs qu'on peut faire à son corps. Ok.
il y a cette règle, en fait, qui dit le matin, il faut manger comme un roi, à midi comme un prince, le soir comme un pauvre. Elle existe dans toutes les cultures du monde, d'ailleurs, cette règle, tout simplement parce que, selon la médecine traditionnelle chinoise, qui est vraiment mon prisme pour regarder le corps, pour analyser, pour comprendre comment il fonctionne, notre système digestif a le plus d'énergie le matin et le midi. Et le soir, en fait, il y a d'autres organes qui sont mis à l'honneur. Et du coup, il faut en profiter qu'on a on a une pleine possibilité digestive à ce moment-là, et surtout que notamment ce qu'on mange est assez rapidement utilisé. Donc en fait, si on mange le matin, on a de l'énergie pour la journée. Si on mange à midi, on a de l'énergie pour la soirée. Si on mange le soir, on a de l'énergie pour la nuit. C'est juste que le soir, on n'en a pas besoin de l'énergie. La nuit, on n'en a pas besoin, on dort. La nuit, le corps a besoin d'être allégé, d'être détoxifié. En fait, c'est vraiment son plus grand rôle, est de régénérer. Et si à ce moment-là, il est occupé avec un trop gros repas, donc à digérer, il ne peut pas. Il peut tout simplement, toute son énergie est attirée par la digestion et par une urgence à traiter, parce que ça putréfie, ça fermente, voilà, c'est pas non plus bien, donc le corps est obligé de les traiter, alors qu'en fait, il devrait détoxifier. Donc il y a une chose qui est faite qui n'est pas nécessaire, il y a quelque chose qui est super nécessaire et qui n'est pas fait. Et ça joue dans les hormones, ça joue dans la perte de poids, ça joue dans notre énergie, dans notre régénération, dans le sommeil, dans notre concentration. Ça joue dans tellement de choses, le sommeil et l'importance du sommeil, qu'en fait, on le maltraite. Donc, aujourd'hui, quasiment tout le monde a le fonctionnement inverse, parce qu'on est régi par des horaires de bureau qui est de telle heure à telle heure, et tout le monde a le même rythme. Et du coup, le seul moment où on a du temps pour se poser, pour manger, c'est le soir. Et donc, on mange beaucoup le soir, surtout parce que la journée, souvent, on était tellement occupé ou tellement encore fatigué le matin, où on avait encore envie de profiter un peu, de rester au lit, de ne pas prendre du temps pour manger, que finalement, on s'est négligé nos besoins de la journée, et le soir, on se rattrape. Et avec ce qui est rattrapé le soir, on se couche, on ne détoxifie pas, on digère quelque chose mal parce qu'en fait, il n'y a plus aucune énergie dans le système digestif. Ouais. Et on recommence la journée avec « j'ai pas faim ». Les gens disent souvent « moi, je fais mon jeûne intermittent le matin ». Oui, non, mais en fait, tu fais ton jeûne intermittent le matin parce que tu es encore occupé avec ce qu'il y avait le soir. C'est normal que tu n'as pas faim, alors que tu devrais avoir faim. Et on devrait bien manger le matin, midi, et puis après, faire quelque chose de léger le soir, quitte à faire un très gros goûter, ou de faire une espèce de mini-repas, même un peu salé ou salé-sucré, à 4h, 5h, 5h30, avant, même si parfois on est obligé de bosser jusqu'à 8h, et voilà, quoi. Donc le but, c'est de ramener le bon sens et ce qu'il faut dans un cadre duquel on ne peut pas sortir, parce que parfois on ne peut pas, entre la famille, les gamins, les trucs, ils ont tous des rythmes qui sont fous parfois, et que moi j'avais à l'époque. Donc ça, c'est une première très importante règle. J'ai fait l'exacte erreur avant-hier. Soir, énorme repas. Le lendemain matin, pas faim du tout. Et puis, c'est vrai que ça décale, du coup. Oui. Enfin, ça fait exactement ce que tu as dit. Ouais. Et souvent, le matin, on se réveille, on m'a dit « Ah, j'ai besoin d'un petit remontant », donc on prend un café. Et en fait, le café, on entend tout et n'importe quoi sur le café. C'est-à-dire qu'il y a certaines études qui nous montrent que c'est magnifique, ça nous protège contre tout, et c'est très, très important pour le corps. Alors déjà, oui, on va peut-être juste mettre le cadre quand il est biologique et fait de la bonne manière, et pas issu d'une machine ultra chimique avec une capsule de plastique et tout ça. Juste pour mettre le cadre. Et après... de l'autre côté, on a des études qui nous montrent que en fait, le café, c'est néfaste, ça stimule le cortisol et tout ça. Donc oui, les deux sont vrais. Le café est un excellent tonique. Le café est amer. On a beaucoup de mal à mettre de l'amertume dans notre alimentation, alors qu'elle est très importante parce qu'elle va stimuler le système cardiovasculaire. Mais quand on le prend le matin, naturellement, notre taux de cortisol propre au corps est haut. Parce qu'on doit se réveiller. Le cortisol, c'est une hormone de stress dont nous avons besoin pour pouvoir réagir dans des situations de stress. Et à ce moment-là, quand notre cortisol est haut, nous allons avoir d'autres fonctions qui vont baisser. Par exemple, le métabolisme et la faim. On n'a pas faim quand on a un niveau de stress haut parce qu'on utilise notre énergie pour gérer la situation stressante et pas pour manger. Donc, le matin, quand le taux de cortisol est normal, il est juste là pour nous réveiller et nous mettre en mouvement.
Si à ce moment-là, je prends du café, il va se mettre sur les récepteurs naturels du cortisol, va les obstruer. Ouais, Et du d'accord. coup, le corps, à terme, va en produire d'autres. Et du coup, on aura besoin déjà pour remonter notre propre cortisol. Et en plus de ça, comme on a plein de récepteurs maintenant, on a besoin du café le matin pour les stimuler et pour D'accord. restimuler notre corps. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce qu'on est tellement à plat, tellement fatigué, tellement pas régénéré, qu'on a besoin d'une stimulation complémentaire à notre corps. Et on rentre dans une Donc, addiction du café tu qui est... dérègles ton Ouais. fonctionnement naturel, on va dire. Oui, et surtout, on maintient le stress tout le temps, juste à travers une tasse de café, quoi. Ah oui, Ouais. ok. Donc, en fait, le Donc, café, juste c'est une tasse de après café. 10 heures. C'est le café, oui, mais après 10 heures ou après le repas. Et là, il est excellent pour le corps parce qu'il va vraiment amener ce côté tonifiant Ouais, et stimulant et sain pour le système cardiovasculaire, mais ce genre 1 ou 2 tasses. On n'a pas besoin d'en prendre 4 par jour. Et ça doit quand même rester un moment de plaisir avec une bonne qualité. oui, donc en fait, le stress, c'est bien aussi sous certaines conditions. Parce qu'on Oui. entend, tu vois, on pourrait croire le stress, c'est un truc mauvais à éradiquer. Non. En fait, non, ça te tonifie, quoi, c'est ça. Bah, en fait, le stress, c'est normal dans les situations d'urgence. Et on a tous des situations d'urgence, hein, avec nos enfants, avec le travail et tout. Ouais. Et ça devient néfaste pour le corps quand il est là tout le temps. Quand nous sommes D'accord. toute la semaine stressés. Quand c'est un jour parce Ok. qu'on a un projet à terminer, c'est du stress positif. Ou que par exemple, on est un peu stressé avant une interview. Hein. Et là, c'est du stress positif parce que ça nous met plus alerte, ça nous met plus vif d'esprit. Ouais. Mais si c'est ça tout le temps, Oui, ça nous détruit. ça détruit le corps, en fait, à terme. Et donc, comment on commence bien la journée, du coup? Pour quelqu'un qui, aujourd'hui, mange des croissants au petit-déj, par exemple, ou mange 2 tartines de Nutella, comme ils disent dans la pub, comment ça peut être quoi une bonne manière de commencer la journée? Alors, Qu'est-ce qu'on mange au petit-déj, en gros? le pire, c'est que quand on mange ça, c'est du... En fait, la farine blanche, qui est la base du croissant, est métabolisée dans notre corps exactement comme si c'était du sucre. Donc, en fait, Ok. manger un croissant, c'est prendre 1 ou 2 cuillères de soupe de sucre sucre. blanc. Métaboliquement, c'est pareil pour le corps. Donc, en fait, et ça crée ce qu'on appelle un pic glycémique qui entraîne après une chute glycémique. Et quand on a fait une chute glycémique, le corps a envie de remanger. Donc, on grignote à 11 heures. Ça fait une chute glycémique, on a faim à midi et hop, ça fait comme ça toute la journée, notamment quand on mange trop de glucides. Le but, c'est pas de ne pas manger de glucides, c'est de les manger au bon moment. Et le bon moment, c'est pas au début du repas. Parce qu'en fait, notre corps, il reçoit un message. Quand la première chose qui rentre dans le corps, c'est sucre, le corps réagit avec cette espèce de pic glycémique qui après entraîne des variations dans notre concentration, dans notre humeur, dans notre émotion et dans notre faim. Ça dérègle juste tout. Donc, en fait, on peut devenir hypersensible juste parce qu'on mange ça au petit-déj ou mal concentré au boulot, juste parce qu'en fait, on mange un croissant le matin. Oui, avec un café. Donc, ce que tu dis, c'est en fait, c'est l'ordre. Donc, par exemple, dans un repas... On commence avec le salé. Si je mange selon l'ordre dans lequel je mange mes ingrédients, mes aliments, mes plats, ça va changer ma journée, quoi. Complètement. Donc, le matin, le corps a besoin, au niveau de la micronutrition et la chrononutrition, de protéines et de graisses. Donc, on a longtemps métabolisé les graisses, alors que les graisses sont vitales pour le corps tant qu'elles sont de bonne qualité. C'est-à-dire, on pourrait très bien manger le matin un œuf et un avocat, ou juste une tartine avec un œuf à plat et de l'avocat. Et idéalement, cet avocat, on pourrait même le passer très rapidement à la poêle. C'est hyper bon. Et ça va le réchauffer au cœur. Et tout ce qui est chaud et cuit demande beaucoup moins d'énergie digestive à notre corps parce qu'il digère à 37 degrés. Si on mange quelque chose, par exemple, on pourrait manger aussi un skyr avec des noisettes, par exemple, et un peu de cannelle, du chocolat, ce qui sera aussi un très bon... Mais c'est froid. C'est-à-dire, il y a des protéines, il y a des graisses dedans, mais c'est froid. Et quand ça rentre dans le corps, ça doit être à 6 degrés. Donc, le corps doit fournir 31 degrés d'énergie pour le réchauffer. Et en fait, cette énergie-là, il la prend ailleurs, dans votre concentration, dans votre présence, dans la capacité à régénérer. Il va bien la prendre quelque part. Donc, en fait, ça, c'est vraiment une règle de la médecine chinoise. Manger chaud et cuit, pas tout. Hein. En fait, la règle est toujours 80-20. On fait la plupart du temps au mieux, et puis après, le reste du temps, on s'en fout. Et l'idéal, par exemple, le matin, le corps, il a vraiment besoin de liquide. C'est-à-dire, soit on commence sa journée avec un thé vert, ou sinon, comme moi, mais c'est peut-être un peu extrémiste, moi, je bois un bouillon. Un bouillon maison, hein. C'est pas un cube de bouillon, mais c'est un bouillon de légumes qui est fait sans sel. Donc, en fait, il a assez peu de goût
Il est par contre riche en épices qui ont décocté avec. Et ça nourrit tous les électrolytes qu'on a perdus durant la nuit où on transpire. Et du coup, on réhydrate, mais on pourrait tout simplement prendre de l'eau avec une pincée de sel. Juste une pincée de sel sur la langue. Et en fait, on boit un verre d'eau tiède le matin. Ça met en route le transit. Le sel, ça réhydrate le corps à travers les électrolytes perdus et les minéraux et les oligo-éléments qui sont dedans. Sel de mer, hein. Quand même, c'est tant qu'à faire, prendre du sel qui est réellement à 85 minéraux et pas le sel de table, qui on en a plus que 20, hein, qui est raffiné et blanc. Et là, le corps, il est nourri le matin. Et il y a certaines personnes qui disent « Mais moi, je ne pourrais jamais manger salé le matin. » Alors, ne le faites pas. Faites, par exemple, on peut prendre un pudding de chia, par exemple, des graines de chia, avec du lait d'amande et tout ça, sans le sucrer. On rajoute de la vanille, du cacao, de la cannelle, et ça fait quand même quelque chose de plus doux. On peut rajouter quelques fruits. Hein. Ça va déjà pas du tout faire un pic glycémique aussi fort. Et les graines de chia, on ne les fait pas au frigo, on les réchauffe. On les fait avec de l'eau chaude. Pour ces fameux pics glycémiques, du coup, est-ce que c'est quoi, toi, ta vision avec le sucre? Est-ce que c'est un truc, en fait, faut pas en manger? Est-ce qu'en fait, comme tu dis, selon à quel moment on le mange, bah, c'est OK? Tu sais, on entend tout et son contraire sur le sucre. Alors là, tu parles à une ancienne addict de sucre. Ouais. Donc, en fait, non, il ne faut pas supprimer le sucre. Il faut le doser et il faut savoir à quel moment le manger. Donc, en fait, tout ce qui est sucré et doux est réservé à la fin du repas. Et à ce moment-là, on peut être sûr que ça ne va pas nous créer un pic glycémique. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps, il hiérarchise les informations. Et quand on mange le sucre en premier, le corps va excréter, il va faire son pic glycémique et il va excréter de l'insuline qui va le baisser. Et et l'insuline, en fait, c'est une hormone excrétée par le corps qui fait stocker le sucre et qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Donc, en fait, c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait, nos cellules ont besoin de sucre pour qu'on ait de l'énergie. Hein. Sans ça, on meurt. Donc, en fait, c'est plutôt une bonne chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas supprimer le sucre. Mais en fait, alors, le corps, il sait absolument tout transformer en sucre, que ce soit des graisses ou des protéines. Le corps sait en faire du sucre. Parce qu'en fait, on en a besoin, c'est vital. Et pour notre ADN, et pour notre cerveau, et pour notre énergie. Donc, voilà. On n'en a pas besoin de le manger, mais c'est pas grave si on le mange. C'est grave si on le mange en trop grosse quantité. Et en fait, quand l'insuline quand il y a trop de sucre dans le sang, et aujourd'hui, on a fait quand même par rapport au siècle dernier, fois 10 notre consommation de sucre. Donc, de toute façon, on en consomme trop tout le temps. OK. Parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Pour rendre les trucs addictifs, etc. Oui. Ouais, il y a déjà de ça. Et puis après, il y a aussi beaucoup plus de produits à base de farine blanche qui font que c'est métabolisé de la même manière. Okay. Et beaucoup plus de produits à base de pain, de toute façon, parce que c'est vite. C'est sans préparation, on peut le manger juste comme ça. Ça ne demande pas un acte de cuisson. Et voilà quoi. Aujourd'hui, on n'a plus le temps pour rien. Donc. Et en fait, l'insuline est donc une hormone qui nous permet de stocker ce sucre qu'on a mangé en trop, sous forme de graisse. Donc en fait, l'insuline nous rend grosses et nous garde grosses. Et en fait, tous les autres aliments, les fibres, les protéines et les graisses vont stimuler l'excrétion de glucagon, qui est son antagoniste. Le glucagon a comme effet qu'on va prendre dans nos réserves de sucre et qu'on va les déstocker. Donc ça, c'est si on mange des protéines. Protéines, graisses ou fibres. Tout ce qui n'est pas sucré ou à base de céréales, en gros. Ou à base de fruits aussi. Et en fait, donc on va juste essayer de donner la bonne information en premier au corps. Ça ne veut pas dire ne plus jamais manger un croissant. Ça veut juste dire manger son œuf en premier. Ou manger un avocat en premier. Ou manger... moi, je mange des légumes cuits le matin. Hein, donc, en fait, mais ça m'a mis des années et des années de développement alimentaire pour arriver à là et à prendre vraiment du plaisir. Ouais, moi, je fais un repas salé le matin. Ouais. Et c'est un gros repas, quoi. Moi, le soir, je mange assez peu, quoi. Okay. Mais j'ai mis des années à arriver là. Mais en fait, le but, c'est juste de commencer avec la bonne information pour le corps. Et de manger le sucré après. Par exemple, moi je dis toujours, un ou deux morceaux de chocolat, c'est un excellent dessert. Parce qu'il est amer, j'avais oublié, il est un peu sucré, c'est quand même plein de graisse et plein de fibres. Le chocolat est plein de fibres. Donc en fait, c'est hyper bon d'en manger ça, malgré le cadmium qui est dedans, qu'on pointe aujourd'hui. Mais en fait, avec des petites quantités, il n'y a pas de souci. On peut aussi manger
un gâteau au dessert ou on peut juste un pain avec un fromage. Mais quand vous allez dans un resto, qu'est-ce qui c'est la première chose qu'on vous met sur la table? Des petits trucs à grignoter, là. Ouais. Et la plupart du temps, c'est soit du pain, soit des gâteaux. Et oui. Et on a de la chance quand c'est des olives ou quand c'est des cacahuètes, parce que là, on ne fait pas faire un pic glycémique. Quand vous mangez la baguette en premier, vous allez faire un pic glycémique. Après, vous mangez votre plat, vous remangez un plat, mais vous êtes déjà dans une espèce de chute glycémique. Et qu'est-ce qu'on a envie à la fin? Un dessert. Donc, en fait, ça, c'est bon en fait, pour le commerce. Le voilà. Et puis après, ça permet d'augmenter l'appétit, parce qu'en fait, dès qu'on mange du sucre, on a encore plus faim. On entend parler un peu d'aliments à faible indice glycémique. Donc là, dans une logique de réduire au maximum les pics, est-ce que c'est un truc qui est intéressant selon toi? Ou est-ce que finalement, juste le fait de bien prioriser et de bien gérer ses doses, c'est suffisant? C'est une très bonne question parce qu'en fait, tout ce qui est sucré contient du sucre à un haut indice glycémique et tout ce qui contient de la farine blanche a un haut indice glycémique. Et c'est un peu importe la farine. Donc, en fait, il est plus intéressant de manger des céréales complètes, par exemple, de manger des millets, du sarrasin, qui ont tous les deux faible indice glycémique, du riz blanc. On n'a même pas besoin de manger des riz complets. Moi, je le mange semi-complet. Parce que complet, il peut être trop difficile à digérer pour des systèmes digestifs faibles. De manger du pain, plutôt, qui est fait avec des graines ou avec ou complet, semi-complet, que de manger ça. Et je pense que si on devrait mettre les deux règles en opposition, c'est-à-dire réduire son indice glycémique ou manger dans le bon ordre l'emporte. C'est-à-dire, si vous n'avez pas envie de renoncer à la baguette blanche et au croissant blanc, alors que c'est fait avec un gluten ultra transformé et qu'on pourrait nommer d'OGM, aujourd'hui, ça sera mieux de manger dans le bon ordre que de supprimer ça. Quand tu parles d'OGM, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? En fait, le blé ancestral, le blé comme il était avant la guerre, parce qu'en fait, c'est à partir de là que ça a vraiment changé, il a 14 chromosomes. Et en fait, c'est une des premières plantes qu'on a vraiment commencé à croiser sans en faire un OGM. Parce qu'un OGM, on change le génome d'un seul chromosome, alors que là, on a juste changé tout le génome. C'est-à-dire, on l'a doublé, voire triplé. Donc, en fait, un blé dur, aujourd'hui, qu'on utilise pour les pâtes, c'est 28 chromosomes. Et pour le blé tendre qu'on utilise pour le pain, en fait, c'est 42 chromosomes. Pourquoi on a fait ça? C'est pour augmenter la taille et le volume du gluten qui est dedans, parce que le gluten, c'est ce qui donne le moelleux au pain. Et comme on aime bien le moelleux, en fait, on a augmenté. C'est juste que ça a donné des molécules de gluten que plus personne ne peut digérer aujourd'hui. Le corps humain ne les reconnaît pas. Il y a des études de Harvard qui ont montré qu'à 100% des personnes testées, ce gluten est néfaste pour la paroi intestinale parce qu'il cause une porosité intestinale. Donc, on sait que pour 100% de la population, le gluten moderne d'aujourd'hui, croisé, recroisé, recroisé, est néfaste pour la santé et peut être à la base, par exemple, des maladies auto-immunes. Ok, donc quand tu dis néfaste pour la santé... C'est néfaste pour la santé. Maladie auto-immune, on pourrait se dire que c'est peut-être des petits cas isolés. Ah non. Mais ouais, La porosité intestinale fait qu'il y a des choses qui fuient dans le sang qui ne devraient pas fuir dans le sang, notamment des protéines pas correctement ou pas encore suffisamment dégradées, que le corps va considéré comme un corps étranger, comme une bactérie ou un virus, et du coup, il va faire une forte réaction immunitaire, ce qui entraîne des allergies alimentaires, des allergies au pollen, parce que le pollen aussi, c'est une protéine, des maladies auto-immunes, des réactions anti-inflammatoires, parce que du coup, le corps, il va devoir réagir avec les systèmes immunitaires sur ces intrus du sang, alors que ce sont juste des fuites. C'est pas une agression, c'est une fuite. Et ça, le corps, il sait pas faire la différence. Et en fait, quand vous avez une porosité intestinale, tout simplement, les nutriments que nous mangeons ne sont pas correctement absorbés et transformés. Et pour le coup, en fait, en plus, on va avoir le corps qui est en carence. Donc, tout ce qui est gluten, pâtes, pain, trucs comme ça, si j'en mange trop, je m'expose à tout ce que tu as dit. Alors, non, même si tu manges un tout petit peu. Ça fait ça quand tu manges un tout petit peu. Ah oui. Donc, moi, j'ai fait... Mais toi, t'en manges pas? Oui, si. Ouais, non, t'en manges pas du tout. Oui et non. Parce qu'en fait, moi, je suis passée par une phase où, vu qu'il y avait cette maladie-là,
Et la première chose que j'ai fait, c'est le régime signalé, c'est-à-dire sans lait, sans gluten, cuisson en vapeur douce, suppression du sucré, ce genre de choses. Et c'est ultra frustrant. Et surtout, j'ai fait ça il y a 20 ans. Donc, en fait, il y a 20 ans, les produits sans gluten, c'était pas hyper pas répandu. Trop la mode. Ni les trucs sans gluten, sans lait. Et c'était très, très dur. Et j'ai fait ça jusqu'en 2015. Et j'ai commencé à trouver une autre manière de consommer le gluten et d'une manière plus intelligente. Parce que le problème n'est pas le gluten. Le problème, c'est le blé moderne, duquel sont faits 99% des choses qu'on mange à base de farine. Donc, le but, c'est de choisir des produits qui sont soit à base d'épeautre, petit épeautre, ou des blés. Le blé tendre, le blé dur qu'on utilise pour les pâtes est déjà mieux. D'accord. C'est vraiment le blé tendre qui est le problème, notamment sur ce qui est fait dans les boulangeries. Parce qu'en fait, dans les boulangeries, le pain d'aujourd'hui, on le fait avec de la levure et pas avec du levain, alors que le levain va prédigérer le gluten. C'est une autre forme de fermentation que la levure, alors que la levure va manger les sucres. Donc, quand vous avez même un pain qui est fait avec du mauvais blé, avec du blé moderne, s'il est fait avec du levain et que avec du levain, c'est-à-dire 0 levure dedans, ça va sinon entraver le processus, vous avez un bon pain. D'accord. Qui est digeste. Et puis après, aujourd'hui, il y a beaucoup de boulangers qui poussent la recherche plus loin et qui prennent ce qu'on appelle le blé ancestral, ou par exemple le Corchon, Khorassan, Camus, tout ça sont des blés ancestraux qui sont utilisés pour faire juste du pain, du vrai pain, avec un meilleur blé et avec du levain, quoi. Donc ça, je mange. D'accord. Et dans ce cas, est-ce que c'est plus cher de bien manger ? Oui, très clairement. Alors, il y a un moment... Mais par contre, ça te nourrit. Quand tu manges une baguette, ça ne te nourrit pas, ça te remplit. Alors que quand tu manges une tranche de pain qui est faite de cette manière-là, ça te nourrit de protéines, de fibres, de plein de micronutriments, de plein de macronutriments, de fer, de tellement de choses qu'en fait, au bout d'une tranche ou deux, on en a plus faim, alors que la baguette, on peut en manger, parce qu'en fait, finalement, ça remplit sans nourrir. Et du coup, le corps, il continue à nous dire « mange parce que j'ai pas ce dont j'ai besoin ». On s'est rendu compte, et ça ne concerne pas que le blé, qu'il y a beaucoup d'études qui montrent qu'entre une orange des années 50 et une orange d'aujourd'hui, peut y avoir une différence de 1 à 50, même si ça serait que 1 à 10. Parce qu'en fait, il y a plein de différentes études. Un facteur de 1 à 10 ou de 1 à 50 de la quantité de nutriments contenus dans une orange. Moi, je ne peux pas en manger 10. Et c'est pareil pour les pommes, c'est pareil pour les tomates, c'est pareil pour tous les aliments que nous mangeons, notamment quand ça vient de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire non biologique. Ça ne nourrit pas. Donc oui, à l'achat, au kilo, quand je prends 1 kilo de pommes bio ou de tomates bio et 1 kilo de conventionnel, la différence, ça va être du simple au double, voire au triple parfois. Mais la quantité de nutriments que je prends pour le même volume d'aliments, la différence est encore plus grande. C'est-à-dire, il y a certains aliments qui vont correctement nous nourrir, et alors qu'on les paye plus cher. Mais en fait, on paye juste pour être nourri et pas pour être malade. Parce qu'en fait, ne pas payer cher induit souvent la maladie derrière. Donc, si tu te mets à manger uniquement, on va dire, bio, ou alors du pain, comme tu décrivais tout à l'heure, peut-être tu vas payer 2 fois plus cher ton budget alimentation, mais en fait, tu vas être nourri, alors que sinon, tu aurais dû payer 10 fois plus cher pour avoir les mêmes nutriments, mais tu serais peut-être malade, quoi. C'est ça. En fait, c'est triste à dire, et je trouve ça malheureux, c'est quelque chose qui me révolte profondément, et je ne suis pas la seule, parce que c'est très frustrant de se dire... moi, aujourd'hui, mon budget course, il est élevé, mais je ne dépense pas mon argent ailleurs parce qu'en fait, pour moi, c'est ma priorité d'être présent pour ma santé et surtout que j'ai vraiment un enjeu. Mais cet enjeu-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Parce qu'en fait, moi, j'ai quand même 5 gènes qui me prédisposent d'une manière ou d'une autre à la sclérose en plaques. Donc, et on a tous ce genre de gènes en nous qu'on peut actionner à travers un corps non fonctionnel. On a... Sur notre 100% du génome, en fait, on a 15% qui nous détermine et 85% qu'on appelle l'épigénétique, qui est actionnable ou pas et qui, d'une certaine manière, est soumis à notre train de vie.
à notre hygiène de vie. Et du coup, elle va influencer notre génome voilà. Okay. Donc, c'est comme si on avait un interrupteur on-off qu'on peut actionner. Tu as des petites bombes à retardement. Ouais, donc, en fait, moi, la bombe à retardement, je l'ai bien fait exploser, mais j'ai aussi su l'éteindre. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut retenir. C'est que peu importe la prédisposition qu'on a, tout est améliorable. Si on mange... Enfin, si on se donne les clés au quotidien. Et je pense que c'est extrêmement frustrant d'entendre ça quand on est, par exemple, obligé, à travers le budget familial, de, par exemple, manger chez un art discounter. Mais même là, on peut bien manger. Oui, les nutriments vont être un peu moins présents. Mais en fait, on peut tout simplement manger des aliments qui sont le plus possible entiers et le moins possible transformés, c'est-à-dire des œufs, des pois chiches, du riz, de l'huile. Et on sera en bien meilleure santé que quelqu'un qui mange mal et transformé au magasin bio. Ça peut être intéressant, ça, de se dire, on se met dans le cas de, OK, peut-être quelqu'un qui se dit, bah, moi, je ne peux pas doubler ou tripler mon budget alimentation. Ça va être quoi toutes les astuces, même dans des grandes surfaces classiques, pour quand même bien manger? Et peut-être on pourrait le prendre sous l'angle. C'est quoi déjà le top des aliments à bannir, on va dire, que toi tu vois, qui, comme ça, juste avec plus de conscience, pour améliorer son alimentation, on va dire à budget égal, tu vois? Ouais. Les boissons sucrées. Genre numéro 1, mais ça, tout le monde le sait, quoi. Ouais. L'huile. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'huiles qui sont pas chères, qui sont des huiles de tournesol, les huiles de colza et tout ça. On dit qu'ils sont bons pour la santé et notamment, on met l'huile de colza en amont pour dire il est riche en oméga 3. Alors, pas du tout. Il est surtout riche en oméga 6. On en consomme déjà trop dans notre alimentation. On a besoin de plus d'oméga 9 et d'oméga 3. Donc, en fait, les oméga 3, on peut très bien les consommer à travers les oléagineux. Qui en plus sont très rassasiants. Les noisettes, les noix de pécan, les noix de cajou, c'est aussi un peu plus cher, mais ça nourrit réellement le corps. Et on va privilégier l'huile d'olive, l'huile de coco, qui est pas chère, et le beurre pour la cuisson, que, par exemple, l'huile de colza et l'huile de tournesol, c'est à bannir, notamment quand c'est vendu en bouteilles translucides et plastiques, parce que déjà, le plastique et la graisse, ça fait très bon ménage pour créer plein de millions, de milliards de microplastiques. Il y a beaucoup de migration, beaucoup plus que quand c'est de l'eau. Donc, en fait, déjà, pour éviter ça... Donc, même l'huile d'olive, c'est bouteille verte. Ouais, foncée, la plupart du temps, c'est vraiment ça. Donc, en fait, juste avec ça, parce que de la graisse, on ne consomme pas autant. Mais c'est vraiment un endroit où il faut mettre un bon focus. Et déjà, ça nous permet de consommer moins de graisses riches en oméga 6 qui sont tous pro-inflammatoires quand on les a en trop grosse quantité. Et on les a déjà tous en trop grosse quantité. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à bannir de notre alimentation. Puis après, bien évidemment, les produits sucrés, les bonbons, les trucs et tout ça. Je dirais le chocolat au lait. Privilégier le chocolat noir. Il n'est pas toujours beaucoup plus cher. Et voilà, quoi. Et puis après, on va tout simplement privilégier le fait de devoir cuisiner un petit peu et de prendre les aliments entiers. Un filet de poulet est entier. Même un steak haché est encore assez entier. Il y a assez peu de choses qui ont été ajoutées. Il a juste été haché. Enfin, il faut quand même lire les ingrédients, mais quand même, un œuf. Jamais. Un œuf, les œufs ne sont pas très chers. Un œuf bio. Un œuf bio, idéalement, mais si on ne peut pas, même un œuf déjà de classe 2, c'est déjà mieux. Voilà. Et puis après, du riz, des céréales entières, les légumineuses, ça coûte très peu cher et c'est hyper nourrissant. Il faut juste apprendre à les cuisiner. C'est pas compliqué et ça permet de nous nourrir vraiment extrêmement bien, quoi. On a souvent l'image que pour bien manger, il faut manger que des crudités, etc. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, manger des légumes, manger des fruits et manger cru. Et en fait, il y a plein de différentes manières de manger cru. C'est-à-dire, quand on mange cru, la première chose à laquelle on pense, c'est je mange des légumes et des fruits crus, et en plus sortis du frigo, donc à 5 degrés, comme on l'a mentionné avant. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on mange cru. Les amandes, les noisettes, tout ça, c'est cru. Les graines germées, c'est une excellente crudité. Les herbes vertes, c'est une super crudité. Donc, en général, quand on parle de crudité, c'est végétal. Mais en fait, le cru, dans notre corps... Oui, c'est bien, mais quand on a un feu digestif faible, alors critères de feu digestif faible, douleur de ventre, ballonnement, impossible à digérer, selle molle, selle collante, nausée, enfin tout quand la sphère digestive est de manière chronique désagréable, c'est un feu digestif faible, juste voilà. À ce moment-là, manger des crudités, ça demande
beaucoup plus d'intensité digestive pour le corps, Donc d'énergie, ça va le que fatiguer, de manger chaud comme et tu cuit. disais Ça tout à va le l'heure. fatiguer. C'est exactement ça. Et du coup, manger cuit et chaud, c'est bien. Et les gens, ils disent toujours, oui, mais on va détruire toutes les vitamines. Et moi, j'y réponds toujours, mais si ça détruisait toutes les vitamines et ça faisait mourir, ça faisait qu'on n'en a plus, en fait, l'humanité serait déjà morte. Et pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que depuis l'invention du feu et de la cuisson, l'humain s'est développé sur un tout autre niveau et a pris toujours plus d'ampleur et de conscience et de présence, en fait, sur cette planète. Donc, en fait, la chaleur nous aide à être en meilleure énergie. En fait, c'est ça qui se passe surtout avant tout. Ouais. Après, donc, on va arriver au dessert. Il y a les produits laitiers. Lait de vache, lait de brebis, etc. Moi, j'ai entendu plein de trucs. Je sais pas démêler le vrai du faux. J'ai entendu le lait de vache, ça se digère pas. J'ai entendu plein de trucs. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les produits laitiers pour bien manger ? Alors, je pense qu'il faut le passer même encore en avant de ces trois laits qu'on a au choix. C'est que nous, en tant qu'humains, on boit le lait maternel d'une autre espèce. Et chaque lait maternel est dédié à l'espèce. C'est-à-dire, nous, on a un lait maternel qui est très sucré et très riche en oméga 3. Et il y a un peu de facteur de croissance parce qu'un bébé de 60 cm à 1 an, c'est 1 an, ça ne prend pas énormément de taille. Alors par exemple, le lait de vache, c'est beaucoup de calcium pour les os, et beaucoup de facteurs de croissance parce qu'un veau, ça prend 600 kilos sa première année de vie, alors qu'un humain, il double. Il commence avec 3 kilos et finit à 6 ou 9 le avec veau 1 an. A besoin de beaucoup plus de calcium que nous. Il y a vraiment une différence de la composition du lait. Donc, en fait, dans ce contexte-là, le chèvre brebis, c'est mieux pour nous parce qu'en fait, ça n'a pas les mêmes enjeux. Puis après, on est dans une surproduction de lait de vache où, en fait, on a quand même un facteur d'acceptance de pus et de sang dans le lait, il faut le savoir. Il est pasteurisé alors que... Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'en fait, comme ils sont tous traits d'une manière automatisée aujourd'hui, mais en fait, on ne peut pas voir s'il y a un des pics qui est inflammé ou pas et sur lequel la machine ne se met pas. Donc, en fait, on part du principe que c'est OK qu'il y ait un peu de pus et de lait qui est dans le sang. Et c'est à peu près 5%. Un peu de sang dans le lait de vache. Bon, c'est pasteurisé, c'est stérilisé, c'est voilà quoi. C'est plein d'hormones, c'est plein d'antibiotiques. Voilà, c'est ça en fait le problème du lait de vache, qu'aujourd'hui, on est dans une surproduction et qu'en fait, on n'a plus de lait de vache, on a un produit laitier. D'accord. Et c'est une différence. Donc, en fait, quand on choisit... c'est très transformé. Et quand on choisit... Il est dénaturé d'une certaine manière. Et le pire, en fait, c'est le lait maternisé en poudre pour les bébés. Parce qu'en fait, c'est pas un aliment. C'est quand même une poudre ultra transformée. Avec tellement d'additifs alimentaires que la liste est tellement longue qu'on n'arrive pas à la faire. Ça, faut pas le donner à ses gosses. Moi, je l'ai donné à mes gosses, comme beaucoup d'autres mamans. Enfin, j'ai allaité d'abord, j'ai donné après. Mais théoriquement, non, il ne faudrait pas donner ça à nos enfants, mais vraiment pas. Et on le fait parce qu'on vit dans on est incarné dans cette société-là, et c'est comme ça. Mais si on peut faire différemment, il faudrait faire différemment. Et en fait, quand je dis dans les produits laitiers, l'idéal, je dirais, c'est favoriser plutôt chèvre et brebis, si possible biologique, et au lait cru. Alors ça réduit déjà vachement le choix. Nous n'avons pas, en tant qu'adultes, en plus, nous sommes la seule espèce qui consomme du lait à l'âge adulte. Nous n'en avons pas besoin. Même si on peut le manger, ça ne veut pas dire qu'il faut le manger. Donc, en fait, moi, je préfère placer le produit laitier dans un espace de plaisir, c'est-à-dire qu'il rentre dans les 80-20, 80% dont on a besoin, et 20% on s'en fout. Donc, en fait, les 20%, c'est le fromage, le yaourt, le skyr, la crème brûlée, voilà quoi. Mangez-en de temps à autre. Si vous le digérez bien, il y a des gens qui le digèrent très bien, il y a beaucoup de gens qui ne le digèrent pas. Moi, par exemple, je ne l'ai jamais digéré, donc je l'ai mangé quand même, mais... pas fou. Donc, je suis très contente de pouvoir manger une fondue au fromage aujourd'hui, parce que j'adore ça, et c'est vraiment bon. Enfin, je veux dire, c'est du plaisir, quoi. En plus, on vit dans le pays du fromage, donc se priver de ça serait vraiment très, très frustrant. Mais le but, c'est de le mettre avec du bon sens, quoi. Il y a aussi un sujet dont on a pas trop traité, que tu as évoqué tout à l'heure, c'est les protéines, la viande versus régime végétarien. Alors, je sais que ça fait beaucoup débat il faut pas manger de viande, il faut manger de la viande, etc. Je te propose qu'on l'aborde sous le thème plus santé que sociétal. Les discours que j'entends, moi, c'est soit faut manger de la viande, protéines, c'est bon, etc. Soit on mange pas de viande, regarde, mange des protéines végétales,
ça remplace tout autant, voilà. Comment démêler le vrai du faux? Est-ce que la protéine végétale, ça s'assimile aussi? Est-ce qu'on peut... est-ce que, voilà, tu as aussi les régimes 100% carnivores? C'est quoi un peu les extrêmes du truc? Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur la viande et les protes végétales? Alors, plusieurs choses. Regardez notre dentition. On a 4 canines. Tous les autres dents ne sont pas adaptées à la consommation de la viande. Ce sont des dents qui sont là pour broyer ou pour découper. Ouais. Si on devait manger de la viande sauvage, on n'arriverait pas avec nos dents. Donc, en fait, on pourrait manger des toutes petites bêtes, mais pas des grosses bêtes. Tout simplement parce qu'en fait, on ne pourra pas arracher la viande. Ouais. On est obligé de la cuire. On s'en rend pas compte. C'est ce que notre corps, à nous, il dit à travers notre dentition, un peu de viande, et c'est suffisant. Voilà. Il faut savoir que le corps n'a pas besoin de protéines, le corps a besoin d'acides aminés. Oui. Et les acides aminés sont contenus dans la viande d'une manière très concentrée et dans les végétaux aussi d'une manière un peu moins concentrée. Il faut savoir les combiner pour en avoir tous les acides aminés dont on a besoin. Ouais. Il y a 8 acides aminés essentiels, dont une partie est contenue dans dans les légumineuses et l'autre dans les céréales. Donc en fait, il faut idéalement les combiner. Mais ce qu'on ne nous dit jamais, c'est qu'il y a énormément d'acides aminés, par exemple, dans les champignons. C'est pour ça qu'on dit toujours les super champignons et tout ça. En fait, c'est très riche en acides aminés. Et par exemple, les champignons comme le shiitake contiennent 18 acides aminés différents dans l'huile essentielle. Et on ne nous le dit pas. Donc, en fait, on peut très bien manger végétarien si on a décidé de ça et avoir la même nutrition. Il y a une différence entre protéines animales et végétales qui vient de la médecine chinoise ou du prisme de la médecine chinoise que je trouve très intéressante et que nous, on utilise pour, par exemple, tonifier un corps. La protéine animale vient d'un organisme qui doit se déplacer, donc produire de l'énergie pour être fort et en mouvement lui-même. Alors la plante, non. Ouais. Donc en fait, il y a une composante énergétique différente dans la viande et c'est plutôt l'information pour moi que réellement la protéine en soi ou l'acide aminé en soi qui fait que ça vient d'un corps qui produit de l'énergie et qui utilise de l'énergie pour nous en donner. Donc en médecine chinoise, toutes les viandes sont considérées comme des toniques qui nous permettent d'être en meilleure santé, mais on dit aussi la règle, c'est que ta viande soit cachée sous tes légumes. C'est ça, visuellement. Visuellement. C'est ça la règle, aussi, en médecine chinoise. Parce que c'est suffisant. C'est-à-dire, comme c'est un tonique, on le mange en petite quantité, mais de bonne qualité. C'est pour dire, en fait, si c'est caché sous tes légumes, le ratio de quantité... Le ratio, c'est ça. Le ratio visuel, en fait, c'est un peu de viande et plus de légumes par-dessus. Donc oui, c'est important qu'on mange des protéines. Oui, c'est important qu'on en mange régulièrement. Et c'est encore plus important quand on est une femme ménopausée. C'est-à-dire à partir d'un certain âge, à partir de 40-45 ans, nous, en tant que femmes, on a vraiment besoin de nourrir, de faire attention à notre apport protéique pour être en bonne santé. Plus que les hommes. Et pour maintenir notre masse musculaire qui se maintient évidemment avec du mouvement, pas uniquement en mangeant des protéines, mais il y a plein de choses en fait qui sont liées à ça. La protéine, en fait, c'est la brique de construction de notre corps, l'acide aminé. Ouais. Les graisses sont le ciment. Et en fait, les glucides qu'on mange, c'est juste l'énergie qui est produite. C'est le carburant. C'est le carburant, mais la glucide n'est pas... On ne peut pas transformer le glucide en acide aminé. Donc, nous sommes obligés de le consommer. Et oui, donc en fait, c'est important. Mais peu importe où on le prend, si c'est végétal ou animal, j'ai pas du tout envie d'opposer les deux. Et j'ai fait les deux. J'ai fait carnivore, j'ai fait végétarien, j'ai fait vegan pendant un certain nombre d'années aussi, jusqu'au moment où l'envie est revenue de manger du poisson. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pas de plaisir à manger de la viande. Ça me donne plus aucun goût. Mais par contre, je mange avec plaisir du poisson. Et les régimes hyper carnivores sont parfois nécessaire pour des personnes qui ont une SIBO, c'est-à-dire une dysbiose au niveau de l'intestin grêle et pas du gros intestin, et qui, peu importe ce qu'ils mangent, des fibres ou des céréales, vont avoir une réaction digestive, mais insupportable. Donc en fait, des régimes ciblés de plusieurs semaines où on va manger principalement de la protéine peut être un régime thérapeutique sur un laps de temps très réduit. Mais tout ce qui est extrême perd sa valeur.
Le plus, c'est l'ennemi du bien. Donc, en fait, je pense que, comme nos dents, ils le disent, on est fait pour être hyper diverses. Le bon sens a toujours été dans l'équilibre, la santé a toujours été dans l'équilibre et pas dans l'extrémisme. Ouais, super intéressant. Donc la protéine, on en a besoin. La viande, etc., en manger beaucoup peut être utile ponctuellement, mais à l'extrême, non. Non. L'autre extrême, pareil. Il y a beaucoup de véganes, en fait, qui se ruinent la santé. Hein. Et j'en ai vu des gens passer qui, au bout de 40 ans de véganisme, ont fini avec une maladie de Parkinson, tout simplement, parce qu'ils ont manqué de protéines toute leur vie. Et c'était difficile de le ramener au moment donné où c'était trop tard. Et qu'est-ce qui fait qu'on finit par se ruiner la santé? Parce que j'imagine que le corps nous parle aussi. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans des régimes extrêmes, que ce soit l'un ou l'autre, et qu'on peut finir à se ruiner la santé? Je pense avec les croyances, parce qu'on croit que c'est bien ce qu'on est en train de faire, avec des convictions qui sont mal placées. Et parce qu'on ne sait pas, on revient sur ce qu'on a dit au début, c'est parce qu'on ne nous a jamais appris et parce qu'il n'y a personne, à 25 ans où j'ai décidé de devenir végane, nous a expliqué, OK, tu peux devenir végane, il n'y a aucun souci à ça, malgré ton choix. Ton corps a toujours et encore besoin de ça et de ça, tous les jours. Donc, en fait, la part protéique que tu apportais par fromage, jambon, œuf, steak, il va falloir maintenant le remplacer par des produits végétaux qui contiennent la même quantité de protéines, des lentilles. Et en fait, c'était une personne qui ne digérait pas les légumineuses parce qu'elle avait un feu digestif qui était tellement faible qu'en fait, qu'elle mangeait quasiment plus que des céréales et des légumes et quelques oléagineux et tout ça. Elle était contente avec ça et toute sa vie, elle a fait ça. Mais c'était... oui, son corps a dû lui lancer plein de trucs. Mais en fait, c'est très difficile de se rendre malade dans l'immédiat avec du végétal. On va quand même bien se sentir. C'est juste que petit à petit, il y a la matière qui se dégrade. Fonte musculaire, difficulté d'avoir de la force. Et puis après, petit à petit, ça atteint aussi d'autres zones que notre corps protège avant tout, quoi. Et voilà. Après, c'est dur de dire ça à quelqu'un. Je dis, tu as pensé bien faire toute ta vie, mais en fait, là, pour le coup, il se peut que c'est lié aussi à ça. Il y a même une très forte probabilité, tant qu'en fait, tu es responsable aussi de ce développement, malgré toi, avec les meilleures intentions du monde. Ouais, ça donne le sentiment... C'est dur. Ouais, parce que j'ai le sentiment que sur les sujets d'alimentation, c'est vraiment des sujets aussi de croyance, parce qu'on entend un peu tout et son contraire, et on n'a pas de manière très simple d'en avoir le cœur net. Alors, je dirais pas que c'est de la croyance. Alors, c'est d'un côté croyance, et c'est aussi mal d'information. Et puis après, dans l'alimentation, il y a quelque chose de très affectif, qu'on n'a par exemple pas du tout dans le sport. Parce qu'il y a quelque chose de très intime et il y a quelque chose qui est lié à notre enfance, qui est lié à l'amour de maman. Enfin, ça a tellement d'enjeux et aussi beaucoup d'enjeux psychologiques parce qu'en fait, l'influence, elle est tellement énorme entre le système digestif et le cerveau à travers le nerf vague et vice-versa, et à travers la flore intestinale aussi, que voilà, ça influe quand même beaucoup plus aussi psychologiquement sur notre vie que n'importe quelle autre pratique de santé qu'on pourrait avoir. Ouais, parce que ça, moi, c'est un truc que je vis de temps en temps. Quand je pars en vacances, je mange n'importe quoi pendant une semaine, je sens en rentrant que mentalement, je suis pas au top, quoi. Moi, c'est pareil, quand ma fille, elle part pendant une semaine, elle n'est pas là, je me trouve toute seule, je me dis, puis après, j'ai envie de sucre, et puis moi, je suis chocolat. Voilà, quoi. J'ai aussi cette part émotionnelle, elle est juste humaine, en fait. Mais donc, il y a les émotions qui font qu'on va vouloir peut-être combler avec de la nourriture, mais dans quelle mesure l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire ce qu'on mange crée nos pensées? Si je mange n'importe quoi, je vais être déprimé. Dans quelle mesure c'est vrai ou c'est un mythe? Non, pas du tout, c'est malheureusement vrai. Et en fait, par exemple, à travers cette yo-yo de glycémie, en fait, nous sommes beaucoup plus susceptibles et par exemple aussi plus ou moins enclins à prendre des risques. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui est responsable de plusieurs de milliers ou de centaines d'employés. Si lui, il mange mal, il se peut qu'il va prendre une mauvaise décision
parce qu'en fait, il a fait un yo-yo glycémique, alors qu'en fait, la ratio aurait dit autre chose. Et on peut être influencé par notre alimentation là-dedans, elle peut être influencée par notre microbiote. On le voit par exemple aujourd'hui, on commence à avoir l'essor d'une thérapie qu'on appelle la transplantation fécale. C'est-à-dire on va prendre le microbiote, on va prendre les selles d'une personne saine, on va enlever toute matière fécale, on va récupérer que l'eau en fait, qui est dedans, qui est riche en microbiote, et on va l'implanter dans une personne qui a un microbiote complètement défait. Et on peut observer un changement de caractère de la personne. Parce que ça va, par exemple, influencer sur notre timidité ou sur notre audace. Ça va pouvoir provoquer des comportements risqués ou pas. Et c'est pareil, par exemple, pour les parasites. Quand on a des parasites, on les a tous. Hein. C'est juste qu'en fait, on les a tous en petite quantité, mais quand on les a trop, quand la famille prend trop de place, à ce moment-là, on peut avoir des comportements qui peuvent aussi toucher un peu côté un peu fou. Oui. Oui, c'est dingue. Enfin, on est très, 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 très influencé par ici. Et en fait, ça joue sur notre intelligence. Bien manger nous rend plus intelligents, plus perspicaces, plus réfléchis, plus alertes. Donc, pour quelqu'un qui nous écoute, qui a été convaincu, en tout cas qui maintenant est convaincu que c'est important de bien manger, il s'en doutait, mais... parce qu'on l'entend, tu vois, mais voilà. Pour une personne là qui se dirait, j'ai envie d'être en meilleure santé, en meilleure énergie, peut-être de perdre du poids, par quoi elle commence, cette personne ? Par éliminer ce qui vraiment n'a plus sa place et dont on sait que ça ne devrait pas avoir sa place. Et la première chose pour moi à mettre en place, c'est de rajouter, avant d'en enlever et de se dire je me prive, c'est d'ajouter les choses dont le corps a besoin qu'il n'a pas eu. C'est-à-dire de soigner la composition de l'assiette, idéalement matin, midi, soir, avec une part de protéines, une part de légumes et de fibres et une part éventuellement de céréales si on en a envie, ou de protéines, ça peut être légumineuse ou protéines animales, hein, bien évidemment. Et juste de faire ça, et puis après, on va jouer sur quelque chose qui est ultra simple. Pour ramener ce qui manque dans le corps, on va faire une assiette arc-en-ciel. On retient juste cette idée de beaucoup de couleurs. Parce qu'en fait, souvent, ce qui est coloré dans nos assiettes sont les légumes. Plus il y a de la couleur, plus ça fait des taches, mieux c'est pour la santé. Plus c'est riche en antioxydants. C'est pour ça que tu es habillée de couleur. Moi, je suis toujours en couleur. Et puis après, il y a aussi ce côté des épices. Les épices aussi, entre le curcuma, le curry, les épices rouges, les piments qui sont souvent rouges, qui sont souvent colorés. On n'a pas besoin d'avoir des épices piquants. D'accord. La cannelle, par exemple, elle n'est pas piquante. Le cumin, c'est pas piquant. Mais toutes les épices vont apporter beaucoup de micronutriments. C'est des bombes de micronutriments. Et puis après aussi, tout ce qui est aromate, c'est-à-dire persil, coriandre, ciboulette. Acheter régulièrement ce genre de choses et le mettre sur ses plats. Et tout simplement faire en sorte que sur mon assiette, il y a plusieurs différentes couleurs, plusieurs différentes consistances, et plusieurs que j'ai mis des épices, que j'ai mis des herbes, que je peux par exemple ajouter une petite poignée de graines de tournesol, pignons de pain, enfin c'est très cher mais c'est très bon aussi, ou par exemple de cacahuètes, hein. Les Chinois ils font ça souvent dans leur plat, ils ont des petits cacahuètes qui sont dedans, ou des noix de cajou, et juste une petite poignée, on n'a pas besoin d'en manger des tonnes, vous pouvez le concasser avant ou pas, vous pouvez mettre des graines de chanvre, enfin, en plus ça rajoute un croquant sous la dent qui est très agréable, et c'est hyper simple parce que ces aliments-là, notamment les épices, les oléagineux, les graines de sésame noir et tout ça, ça se tient hyper facilement dans un tiroir, ça périme pas, et la seule chose qu'on a à faire, c'est mettre dessus sur vos plats que vous faites déjà. Donc le but, c'est pas de changer la base et de dire j'ai plus le droit à, mais de rajouter tout ce que vous aviez pas jusqu'à maintenant. Et l'avantage, c'est ça amène plus de goût, plus de plaisir, plus de joie, en fait, aussi dans l'assiette, et le plaisir de manger, quoi. C'est pas tout dans simplement parce qu'il y a les papilles qui sont nourries. Ouais, t'es pas sur un truc privatif, là. Non. T'ajoutes On ajoute avant d'enlever. Et par exemple, quand on change son petit-déj pour commencer avec quelque chose de salé, les envies de sucre, et ça, c'est promis, garanti, s'estompent d'elles-mêmes.
Et le but, c'est quand même de maintenir, quand on vient d'une grosse addiction au sucre, un peu de consommation de sucré en fin de repas pour ne pas être trop virulent pour le corps à dire non, mais maintenant c'est terminé, j'en mange plus jamais. Le corps, il ne sait pas comment comprendre en fait. Ouais, trop intéressant. J'ai préparé, si tu veux, quelques petits extraits de réseaux sociaux. J'aimerais avoir ton avis. Ce sont des idées courantes qui circulent sur l'alimentation. Vas-y. Ah oui, il faut que je réagisse à la vidéo, ok. Ce que tu manges impacte ton corps, mais l'heure à laquelle tu manges est tout aussi important. J'ai l'habitude de dîner tôt, vers 18h30. Bien sûr, quand je sors avec des amis, je peux manger plus tard. Mais la règle, c'est que je m'assure d'avoir mon dernier repas 3 à 5 heures avant d'aller me coucher. Pourquoi ? Parce qu'en médecine chinoise, notre corps a une horloge interne. Le soir, notre énergie doit redescendre vers le yin, notre énergie froide qui favorise le repos et la régénération. Or, manger tard stimule le yang. Manger tard va surcharger l'estomac à un moment où il devrait être au repos. Un repas tardif va activer le feu digestif et concentrer l'énergie au niveau de l'estomac, ce qui va entraîner des troubles du sommeil, des reflux et parfois des sensations de lourdeur. Cela nuit à la digestion, crée de l'humidité, de la stagnation de qi et affaiblit la rate. En chinois, on dit « Wei pu he ». Si l'estomac n'est pas en harmonie, le sommeil n'est pas paisible. En faisant attention juste à l'heure à laquelle tu manges, tu aides déjà ton corps à mieux se sentir et à mieux digérer. Pour prendre soin de ton ventre naturellement grâce à la diététique chinoise, abonne-toi! Did you know mixing honey and onion will boost your immune system by 200%? Mixing carrot and lemon will give you a flatter stomach and less bloating. Mixing ginger and honey will clear the lungs of mucus. Mixing turmeric and orange will protect you from chronic diseases. If nature don't make it, don't take it. Il faut quand même dire que là, heureusement qu'on est dans un réel où on parle d'aliments, qu'on va mélanger l'un avec l'autre. Mais c'est toujours cette envie de trouver la combinaison ou le truc parfait pour soigner un truc. Oui, l'oignon a des propriétés pour le corps. Oui, l'ail a des propriétés pour le corps. Mais pas pour tous les corps le même. C'est-à-dire, on a toujours un terrain qui fait qu'on va réagir bien ou moins bien avec un des aliments. Et en fait, de là à dire que... Attends, c'était quoi ? C'était gingembre et orange, que ça va nous préserver de toutes les maladies chroniques. Alors, c'est juste un mensonge à 200%, quoi. Là, pour le coup, c'est ça, en fait, qui induit les gens en erreur. Et c'est cette accoutumance, en fait, qui se fait à ce genre de message. Il suffit juste de prendre ça. Et puis après, tu vas être en bonne santé. La vérité, et ça, c'est les études récentes qui ont montré ça, plus notre microbiote est varié, plus nous sommes en bonne santé. Et en fait, comme notre microbiote est dépendant de ce que nous mangeons et vice-versa, ben en fait, manger le plus varié possible nous donne le plus de possibilités d'être en bonne santé. Moi, je dis toujours qu'en fait, que tous nos micronutriments et les macronutriments que toutes les plantes et les animaux nous apportent, c'est comme des petites briques de Lego. Et on a tous eu cette énorme caisse de Lego avec tout le Lego cassé dedans où on savait très bien. Quand j'ai acheté ce truc-là, il y avait ce petit truc et ce petit truc. Je le veux maintenant pour le mettre sur la maison que je suis en train de construire. Et en fait, c'est ça ce qui fait dans notre corps. On a un énorme assemblage de réserves de tous ces petits micronutriments. Et au moment donné, on en a besoin. On va chercher celui-là. Et pour avoir celui-là, il faut avoir le plus de nutriments variés. Donc, je dirais que tout ça, c'est vrai. Mais le contexte dans lequel c'est mis, c'est faux. Parce que oui, nous avons besoin de manger plein de différentes choses pour nous apporter des micronutriments. Mais de là à en dire, il y en a un qui va nous sauver tout, c'est faux. Et malheureusement, on pense qu'il suffit que je fasse ça. Non, en fait, non, ça ne suffit pas. Si tout le reste, ça ne suffit pas, c'est pas possible, quoi. Ouais, je suis plutôt... C'est ce qu'on a fait, c'est typique de l'assiette arc-en-ciel, tu vois. Ouais. Après, je dirais que là, il manque un peu de protéines. Ok. Mais en fait, elle est jeune et belle et très mince. À la limite de la maigreur, quand même. Hein. Donc... Assiette arc-en-ciel, de toutes les couleurs. Assiette arc-en-ciel, ouais. Plus il y a de la couleur, plus il y a des micronutriments. Hein. Donc, en fait, et plus ils sont différents. Ok, c'est ça en l'intérêt. fait, si ça a une couleur différente, ça a aussi un impact différent sur le corps. Et en fait, en médecine chinoise, on dit que chaque couleur voyage à un organe. Le rouge voyage au cœur, le vert au foie, le jaune à la rate, le noir au rein et le blanc au poumon. Ok,
Trop bien. Ouais. Trop intéressant. Bon, il en reste encore une ou deux. Bon, on va voir. Après, tu prends celle qui est bien. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'en fait, elle est excellente parce qu'en fait, elle montre très bien la privation dans laquelle on est tout le temps, tu vois, dans laquelle on se met, qui pense qu'en fait, diète égale régime et suppression. Et égale le truc hyper naze, genre des brocolis à l'eau, tu vois, Ouais. alors que pas du tout. En fait, chez moi, mon assiette, elle est toujours plein de couleurs, plein de goûts, plein de trucs, et c'est jamais dans la privation, quoi. Jamais. Trop bien, trop bien. Ouais, c'est vrai qu'on voit le régime comme un truc chiant, en fait. Bah, surtout quand on est dans la privation, le corps passe en mode famine. Donc, il déstocke pas les graisses. Pas cool. Ou pas cool. Mauvais plan, quoi. C'est exactement ça. Les dernières, c'est ça. You don't eat any food for 4 days. They measure how much calories you're burning. Your body is burning 2,200 calories. Your basal metabolic rate didn't go down, it went up. Your body's activating itself during fasting, which is fascinating because if you're trying to lose weight, dropping that basal metabolic rate is death. Like, if you drop that metabolic rate, it's so hard to lose weight. That's what the calorie restricted diets did. That's what the low fat diets did, the eating all the time did. But when you actually fast, your metabolic rate went up. And we see this in study after study. And the reason is actually basic physiology. It's actually medical physiology, like first year medical schools. Quand on jeûne, on mange pas, d'accord. Alors, on mange rien de solide, mais on peut quand même continuer à nourrir notre corps avec des choses liquides, comme par exemple les tisanes, les décoctions de plantes et les bouillons. Et ça, c'est excellent pour maintenir les électrolytes et tout ça. Ouais. Donc, ça, Moi, je fais ça. Ouais. Et puis après, il y a le jeûne intermittent, et je pense que c'est très important de le dire. Les gens pensent que faire un jeûne intermittent, c'est supprimer un repas. Et typiquement, les gens qui prennent pas de petit déjeuner suppriment le petit déjeuner. Mais en fait, quand on supprime un repas, c'est la même chose comme si on fait une réduction calorique. Le corps n'a pas suffisant à manger. Donc, le jeûne intermittent, c'est juste manger tout ce qu'il faut au corps sur une plage d'horaire réduite. Et ça peut, par exemple, être d'une manière extrême, 10h, 18h. D'accord. Donc, se lever, prendre qu'un bouillon ou une tisane le matin, et puis après, prendre un petit déj à 10h, manger à 13h, et puis après, remanger à 18h et terminer comme celle qu'on avait vue tout à l'heure qui mange à 18h30. Donc, en fait, c'est un bon jeûne intermittent. Ça peut être un peu plus large, comme manger à 9h, et puis après, manger le dernier repas à 19h, quoi. Mais c'est avoir suffisamment mangé dans un plage de temps restreinte. C'est ça. Un jeûne intermittent sain pour le corps, pour ne pas être dans la restriction et dans la perte, de se dire je supprime un repas. À partir du moment où on pense je supprime un repas, votre corps est déjà en alerte quand on supprime un truc. C'est ça en fait. Ouais, donc tu condenses pour que ton métabolisme puisse mieux s'activer hors période de c'est exactement tu manges, ça. Mais sans te priver des nutriments pour autant. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, terminer tôt ou terminer à un moment pour que le corps ait le temps de digérer, de tout vider, de retrouver un déséquilibre de détox et de régénération pour après remettre du nouveau quand la voie est libre. Alors que quand on mange, alors que c'est encore un stagnant de la veille, on remplit et finalement, il n'y a jamais de pause pour le corps, quoi. Pour quelqu'un qui nous a écoutés là aujourd'hui, qui était avec nous, avec quoi t'aimerais qu'il reparte de cette conversation ? Que manger avant tout, ça doit rester un plaisir. Que manger doit nous nourrir et pas nous remplir. Que bien manger, c'est simple, mais il faut quand même apprendre quelques règles de base qui sont pas compliquées à apprendre et que tout le monde peut acquérir parce qu'ils sont logique, c'est du bon sens. Il faut juste qu'on l'ait entendu une fois. Et que, quoi que soient les préférences alimentaires, tout est faisable. On n'a pas besoin de se vouer à un ou à l'autre. On a juste le droit de développer son propre régime alimentaire, qui est bon pour notre corps. Et ce qui est bon pour l'autre n'est pas bon forcément pour toi. Et ce que mange ton chéri est peut-être pas la bonne chose pour toi. Et c'est OK. Pour toutes les personnes chez qui tout ça a résonné, où est-ce qu'ils peuvent te suivre pour s'ils veulent approfondir avec toi ? Alors, on me trouve sur Nina Voix, VEIT, sur les réseaux,
ou sinon du bon sens dans mon assiette. Ok. Normalement, on cherche ça. Et puis après, T'as ton livre et puis après, aussi. il y a le livre qui s'appelle le livre santé de la cuisine végétale. Mais en fait, le livre n'est pas si végétal que ça. Ok. Ça a été mis dans cette niche-là. Mais en fait, on parle surtout, il y a une centaine de pages. Il y a une centaine de pages de théorie. D'accord. Où je réexplique les choses que j'explique là. Il y a toutes les bases sont posées, la compréhension de la composition de l'assiette, la quantité, de comment est-ce qu'on détermine une bonne quantité de l'assiette. Et puis après, plein de recettes, plein de couleurs inspirants, bons pour la santé et végétales, parce que Trop bien. il y a plein de gens en fait qui savent pas cuisiner la cuisine végétale d'une manière savoureuse et riche en protéines. Voilà. Bah, du coup, on mettra les petits liens. Il y a l'Instagram, la chaîne YouTube, et puis le livre aussi. Trop cool. Merci Nina d'être venue. C'était trop cool. Merci à toi, c'était génial. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça vous a plu aussi. Laissez-nous un commentaire pour nous faire vos retours. Nous, on vous lira avec plaisir. Et puis, à très vite.